la zapette, je la dirige vers où, là? La zapette? La régie, pour la diffusion du support, il faut venir directement ici. Ici, peut-être. Ici, attends 2 secondes, il faut que je te l'ouvre. Rebonjour à toutes et tous. On va s'y mettre. La responsabilité de l'Office de tourisme qui commercialise. Alors, c'est une actualisation assez courte de vos obligations d'office qui commercialise à la suite de la transposition de la directive européenne voyage. Alors, on va essayer de faire ça en 30 minutes parce qu'il y a du retard qui a été pris. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, mais je serai après au bistrot thé. Vous pourrez me poser aussi des questions à ce moment-là. Et demain, oui, demain, il y a une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Alors, le contexte économique et juridique de la commercialisation. Pour commencer, ah oui, j'ai le petit texte là, c'est encore mieux. Et on va ensuite parler de la directive voyage à forfait. Alors, la commercialisation, c'est une mission optionnelle de l'Office de tourisme. Donc le texte, c'est l'Office de tourisme peut commercialiser des prestations touristiques. C'est une mission qui vient en plus de sa mission de service public. Et c'est pour cela qu'il y a pas mal de confusion et que les textes ne sont pas forcément extrêmement bien faits vous concernant, parce qu'il y a ce mixte d'activités de service public et d'activités commerciales pures. Et on se pose souvent la question de la frontière entre ce qu'est votre mission de service public et donc ce qui relève de la promotion touristique, particulièrement, et on va le voir avec la directive, et ce qui est cette mission optionnelle complètement commerciale. Donc maintenant, avec la loi Novelli, vous êtes assimilé à un agent de voyage. Vous êtes agent de voyage. Et cette directive voyage à forfait est déjà applicable. Donc être agent de voyage, c'est quoi? C'est beaucoup d'ennuis, puisque vous êtes soumis à un régime de responsabilité dérogatoire du droit commun, et on va le voir. Mais avant cela, on doit parler de cette directive voyage à forfait. Alors je m'excuse par avance, parce que ça n'est pas clair du tout. J'ai essayé, pour moi non plus, ça n'est pas clair. Et on n'a pas de recul jurisprudentiel, on n'a pas de décret d'application. Donc pour l'instant, on essaye d'expliquer, mais peut-être que dans quelques mois, je vous dirai des choses différentes, que les textes auront évolué, que des juges se seront prononcés sur ces sujets-là. Actuellement, et vous allez le comprendre assez vite, les définitions sont très floues et surtout extrêmement peu adaptées à la réalité de vos missions d'office de tourisme. Alors, cette directive donc, a été transposée en droit français par une ordonnance et un décret de décembre 2017 pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2018. Donc à compter du 1er juillet, cette directive est applicable. Alors, 3 points à retenir. Donc des nouvelles définitions. Alors vous allez voir, les nouvelles définitions, c'est encore du travail législatif de grande qualité. On a le service voyage, le forfait touristique et la prestation de voyage liée. Vous avez, via cette directive, un renforcement de l'obligation précontractuelle d'information et une aggravation de la responsabilité de l'Office de tourisme, notamment via cette définition de prestation de voyage liée, parce que c'est vrai que quand on est un office, qu'est-ce que c'est qu'une prestation de voyage liée? Je ne sais pas.
Alors, je vais laisser la parole à Pauline qui va vous présenter les définitions de la directive. Merci. Je te donne la zappette. Merci. Ça marche ou pas ? Oui. Oui, ça marche. Ouais. Très bien. Donc, les définitions, on est obligé de les voir puisqu'elles sont nouvelles, elles sont floues aussi, mais il faut bien les garder en tête et à l'esprit parce que ces définitions vont entraîner des responsabilités différentes. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est l'immatriculation des offices de tourisme. À partir du moment où vous commercialisez des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et des services de voyage, vous devez être immatriculé. Et donc, comme je disais, ces trois définitions sont importantes pour la responsabilité. Donc, je vais les brasser rapidement. Je vais essayer de ne pas trop être ennuyeuse, mais c'est un peu compliqué puisque vous le verrez, donc, elles sont dans le Code du tourisme et elles ne sont pas très claires. Donc, première définition, c'est a priori la plus simple, c'est le service de voyage. Donc, c'est l'article L211-2 du Code du tourisme. Qu'est-ce qu'un service de voyage ? Ça peut être un transport de passagers, ça peut aussi être un hébergement, ça peut être aussi une location de voiture, et c'est là où ça se complique, c'est tout autre service touristique. Voilà, donc voilà. C'est là toute la difficulté, parce que qu'est-ce qu'on entend par service, tout autre service touristique ? Est-ce que ça doit inclure notamment la billetterie ? Donc sur ce point, évidemment, c'est absolument pas clair. On pense que oui quand même, hein, puisque tout autre service touristique, la billetterie nécessairement c'est rattaché à une activité touristique, surtout quand elle est commercialisée par un noté. Et voilà. centralisée. Voilà. Et c'est là aussi toute l'importance, en tout cas nous qu'on conseille, comme on est face à un flou juridique, il faut bien garder en tête maintenant que pour un service de billetterie, maintenant, il est préférable de s'immatriculer, surtout pour les offices qui ne font que ça. En tout cas, face au flou, on part du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Même pour les prestations, la billetterie, même pour les prestations que vous produisez vous-même. Parce qu'évidemment, quand vous faites de la billetterie, que vous vendez une prestation touristique autre, là, vous devez être immatriculé, il n'y a même pas de débat. Mais quand vous commercialisez une visite guidée, bien avant, il n'y avait pas d'obligation d'immatriculation puisque vous étiez producteur du service. Là, aujourd'hui, je ne sais plus. Voilà, donc évidemment, on vous invite à la prudence. Bien entendu, si on devait vous défendre devant les tribunaux pour ce type de situation, on aurait quand même des billes pour expliquer que quand même c'est un service que vous produisez, etc. Enfin, on essaierait de se raccrocher aux branches, mais dans le doute, on est obligé de vous conseiller de vous immatriculer pour de la billetterie sur des prestations que vous produisez. Sur maintenant le forfait touristique, vous allez voir le manque de clarté est criant. Donc on garde la même base, c'est toujours deux types différents de services de voyage. Donc on reprend la définition de service de voyage. Ça peut être un hébergement, ça peut être un transport ou tout autre service touristique, donc pour le même séjour et qui doit bien évidemment dépasser 24 heures ou inclure une nuitée. Et donc c'est là où ça change avec la nouvelle directive qui élargit très largement la définition. Donc soit ces services sont combinés par un seul professionnel, et à partir du moment où les services sont achetés par contrat séparé avec les prestataires, ils sont des forfaits touristiques à partir du moment où ils sont achetés auprès d'un seul point de vente, aussi s'ils sont vendus à un prix tout compris. Et donc là, il faut faire très attention à la notion pour laquelle vous présentez vos prestations, parce qu'à partir du moment où vous les présentez comme un forfait ou un package, ça rentre aussi dans la définition d'un forfait touristique. C'est la même chose s'ils sont combinés après un contrat qui prévoit la sélection de différents types de voyages ou achetés auprès de professionnels distincts à l'aide d'une procédure de réservation en ligne. Donc c'est là la nouveauté aussi de la directive, puisque les prestations, ce qu'on appelle à portée de clic, sont inclus désormais dans la notion de forfait touristique.
C'est-à-dire que même si votre site internet de l'Office renvoie par exemple sur Gîtes de France pour des résas, vous êtes dans un cadre de forfait touristique puisque c'est à portée de clic. Voilà. En fait, l'idée qui est faite et par la directive et par le législateur français, c'est on est face à un consommateur qu'il faut protéger. C'est vraiment l'esprit et c'est ça ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Et c'est d'ailleurs pour ça, Élise vous l'expliquera après, que découle la responsabilité aggravée des offices de tourisme. Mais il faut vraiment se dire, voilà, face à moi, j'ai un touriste qui est, c'est ce qu'on a l'habitude de dire d'ailleurs en formation avec Élise quand on fait la formation commercialisation, vous avez face à vous un enfant de 2 ans qu'il faut protéger. C'est vraiment l'esprit, si vous devez retenir une chose, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il faut écrire très gros aussi. Voilà, parce qu'il sait à peine lire écrire, le touriste, pour le législateur. Donc on est vraiment dans la protection la plus absolue du touriste, du consommateur. Et c'est vrai que pour vous, ça implique un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes sont floues parce que le législateur, à mon sens, n'a pas forcément très bien fait son travail d'écriture législative. J'espère qu'on va avoir de beaux décrets bientôt. Donc la nouvelle définition du forfait touristique, ce qu'il faut retenir, donc bien évidemment, vous pouvez la retrouver dans le Code du tourisme, où vous avez la liste des différentes formes. C'est une notion qui est très large et qui manque bien évidemment de clarté, sans surprise, donc il faut bien faire attention. Et ensuite, la troisième définition, c'est la prestation de voyage lié. C'est ma préférée. Voilà, donc qui est une nouvelle définition qui a été introduite par la directive. Donc on reprend la même base que le forfait. C'est donc la combinaison de 2 types différents de services de voyage, donc pour le même séjour, qui couvre 24 heures ou une nuitée. Là, on se retrouve face à des contrats séparés qui ne constituent pas un forfait à partir du moment où le professionnel va faciliter, à l'occasion d'une seule visite sur son point de vente, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service. Donc vous avez un touriste qui va venir à l'office, qui va vous demander de séparer les contrats, de payer séparément, de tout distinguer prestation par prestation. Et ça veut dire aussi que le touriste qui vient acheter une prestation chez vous et qui repart dans les 24 heures avec une brochure de votre présentoir et qui va acheter une prestation d'Acrobranche, ça peut vouloir dire, enfin, c'est comme ça qu'on lit le texte, mais encore une fois, le texte est assez flou, ça peut vouloir dire que vous êtes dans un cadre de prestation de liée, puisque vous êtes facilitateur pour la vente de la brochure. Je sais, c'est pour ça que c'est ma préférée, parce qu'on est dans le délire total. C'est ça, donc Élise a un peu anticipé sur la deuxième définition, mais effectivement, la deuxième définition de la prestation de voyage lié, c'est vous avez un touriste qui va venir dans votre office acheter uniquement une seule prestation touristique. Et ce touriste va vous demander, par exemple, est-ce que vous pouvez me conseiller un restaurant à côté de l'activité? Est-ce que vous pouvez me conseiller un hébergement? Vous allez lui donner une brochure. À partir du moment où votre touriste va acheter auprès du prestataire cette prestation, ça rentre dans la catégorie des prestations de voyage lié. Et alors, ce qui est assez, ce qui est étrange dans ce texte, clairement, n'a pas été écrit pour vous, Office du tourisme. Le législateur vous a un peu oublié, je pense, dans la rédaction. Ce texte, il est fait pour les agents de voyage, les agences qui n'ont pas de mission de service public, parce que quand vous avez un présentoir brochure, selon moi, ça rentre dans votre mission de service public de promotion du territoire. Et vous avez aussi une obligation d'exhaustivité de l'offre touristique sur votre territoire. Donc j'ai du mal à comprendre comment on va articuler cette responsabilité très particulière de voyage lié avec vos missions de service public qui existent encore, même si le législateur a l'air de les ignorer sur ces textes de protection du consommateur. Voilà, donc ces 3 définitions étaient importantes à présenter, puisque vous le verrez après. Vous allez avoir des obligations qui vont découler de ces définitions et surtout votre responsabilité
qui sera plus ou moins importante. Donc, sur le renforcement de l'obligation précontractuelle d'information, là aussi, vous avez des nouveautés. Donc, ce qu'il faut garder bien en tête, c'est que déjà, vous concluez un contrat. Donc, vous avez le code civil qui s'applique. Vous avez aussi face à vous un consommateur. Donc, vous avez le code de la consommation qui s'applique. Et dans ce millefeuille, vous avez aussi les spécificités du code de tourisme. Donc, vous avez une empilade d'obligations qu'il faut bien évidemment respecter. Donc, dans les obligations que vous deviez transmettre avant la conclusion ou la vente d'une prestation, dans les conditions générales de vente, vous deviez recopier les articles R211-3 à R211-11. Donc ça a été supprimé. Vous n'avez plus besoin de les recopier intégralement. En revanche, vous avez des mentions obligatoires qui ont été intégrées. Donc vous avez un listing qui est assez précis, qui est exhaustif, et bien évidemment qu'il ne faut pas recopier, il faut l'adapter par rapport à la prestation en question. Puisque par exemple, vous avez, donc je vous ai mis des exemples, par exemple sur les informations en matière de passeport et de visa, bien évidemment, si la prestation ne consiste pas à voyager à l'étranger, vous n'avez bien évidemment pas à mettre. Bien évidemment, ces informations sont à communiquer aux voyageurs avant la conclusion du contrat ou à l'achat de la prestation. Et je vous rappelle que si jamais vous avez un conflit avec un touriste, c'est à vous de prouver que ces obligations ont bien été transmises. Donc c'est très important pour vous de faire état d'un écrit où vous avez la signature de votre touriste. Alors là encore, évidemment, ça n'a absolument pas été prévu pour les offices de tourisme, puisque c'est quand même très compliqué quand on a un touriste qui vient en vacances, qui veut faire une prestation, par exemple, de canyoning, de lui dire avant, il va falloir signer tel ou tel papier. Ça se fait. Franchement, on y arrive dans plein d'offices. On peut trouver des process les meilleurs possibles, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Pas pratique. Vous avez surtout une nouveauté. Ça, on adore. Voilà, il faut bien garder en tête, c'est très important. Vous avez l'introduction d'un formulaire type. Donc, vous avez des modèles à respecter que vous trouvez dans un arrêté du 1er mars 2018. Donc, c'est assez simple. Hein. Dans Google, vous tapez arrêté du 1er mars 2018, formulaire type, vous allez tomber directement dessus en allant sur un lien Légifrance. Vous avez une dizaine de modèles qui reprend en fonction de la prestation, service de voyage, forfait touristique, prestation de voyage liée, si c'est sur Internet ou non. Donc ça, ce sont bien évidemment des formulaires qui sont impératifs, donc vous devez les utiliser, vous n'avez pas le choix. Dans ces formulaires, vous devez reprendre certaines mentions obligatoires d'informations précontractuelles, et vous avez aussi les informations relatives à la responsabilité ou non de plein droit de l'office. Donc, les informations sur la responsabilité ou non de plein droit de l'office, vous devez indiquer au consommateur, puisque là encore, il s'agit de le protéger. Vous devez indiquer si oui ou non le consommateur, en cas de pépin, bénéficiera ou non de la responsabilité de plein droit, c'est-à-dire sans faute de l'office, et qu'il pourra ou non se retourner contre vous. Toute la difficulté pour les offices de tourisme, c'est que ce formulaire type, on ne sait pas aujourd'hui si on peut l'insérer directement ou non dans les conditions générales de vente. C'est pas mis dans la loi que le formulaire type est distinct. C'est un formulaire distinct. C'est pas clair. Donc, oui, voilà. Moi, je pense que c'est un formulaire distinct. Parce que sinon, ça veut dire que le touriste a moins de 2 ans dans la tête du législateur. Parce que ça veut dire que pour le législateur, on doit recopier dans ce formulaire grosso modo à peu près la même chose que dans les CGV. On extrait donc les éléments importants des CGV, on les met dans le formulaire, parce que c'est à peu près ça, vous verrez les modèles. Je ne comprends absolument pas l'intérêt, si ce n'est que peut-être que le législateur se dit que les CGV sont trop compliqués à lire pour le touriste et que donc il lui faut un petit résumé préalable sous la forme d'un formulaire. Mais sinon, je ne comprends pas. Et j'ai essayé de chercher des explications en lisant les travaux parlementaires.
eh ben, j'ai pas compris. Voilà. Donc, nous, on appelle de nos voeux un décret pour éclaircir ce point-là. Mais dans le doute, évidemment, il est plus sage d'avoir un formulaire distinct. Alors, je sais, vous allez hurler en me disant « mais c'est pas possible, déjà les CGV, c'est long, c'est compliqué, on a du mal en billetterie, etc. » Mais moi, en tant que conseil, je peux évidemment pas vous dire autre chose que remplissez le formulaire, même si, effectivement, ces mêmes mentions sont déjà dans les CGV. Après, encore une fois, je ne sais pas comment le juge réagira. On n'a aucun recul jurisprudentiel. Donc, on est bien embarrassé de vous conseiller sur ces points pour le moment. Alors, voilà, sur la responsabilité. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Je vais juste regarder le... 10 minutes. Bon, alors, on va aller vite. Alors, il y a en droit français, il y a plusieurs régimes de responsabilité. Vous avez le régime contractuel classique, c'est-à-dire qu'on est responsable quand il y a une mauvaise exécution d'un contrat classique. Vous avez une responsabilité délictuelle, on est responsable hors contrat, il y a délit. Une responsabilité pénale, évidemment, il y a faute, et une responsabilité administrative pour faute, et qui peut être aussi sans faute. Et donc, sauf pour la responsabilité administrative sans faute, qui est très particulière, en droit français, il y a responsabilité quand il y a faute. Sauf pour les offices de tourisme et les agents de voyage, qui ont une responsabilité de plein droit. Donc ça va garantir à l'acheteur de la prestation touristique une exécution conforme du contrat, et vous assumez donc une responsabilité du fait d'autrui. Et donc cette responsabilité sans faute met à votre charge les défaillances de vos prestataires qui participent à l'organisation de la prestation qui va être vendue par vous. Donc c'est un régime de responsabilité extrêmement lourd. Donc ça veut dire que vous êtes responsable en dehors de toute faute. C'est-à-dire que même si vous faites tout très bien, c'est vous qui allez payer. Donc, responsabilité de plein droit de l'Office de tourisme qui commercialise des forfaits touristiques. Forfait touristique, Pauline vous a expliqué que ça recouvrait une définition extrêmement large. Un service de voyage, donc pareil, définition large puisque extrêmement floue, même nous avocats, même en ayant fouiné dans les archives des débats de l'Assemblée nationale, on n'a pas compris. Donc le juge pourra décider ce qu'il voudra, je l'espère sage, et je pense quand même qu'on aura des jurisprudences qui seront compréhensives de ce flou artistique. Mais on n'en sait rien. Et pareil, prestation de voyage lié. Alors là, je suis extrêmement embêtée vous concernant, parce que vous avez aussi une responsabilité de plein droit pour les prestations de voyage liées en cas de non-respect de l'obligation précontractuelle d'information prévue dans le formulaire type. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que votre brochure, là, vous avez votre touriste qui vous achète une visite guidée. Il repart avec une brochure pour aller visiter un château. Voilà. Cette brochure, il y a votre logo, Office de tourisme, etc. Voilà. Il va avec sa brochure, il visite son château, il présente la brochure, il a un bon de réduction sur la brochure, c'est 5 € au lieu de je ne sais pas combien. Voilà. Il tombe dans les escaliers. Eh bien, si le touriste arrive à prouver que c'est vous qui avez facilité cette prestation de voyage lié, c'est vous qui allez payer. Voilà. Donc, ça pose un vrai souci parce que on ne sait pas quelle est la limite ici entre votre mission de service public et la commercialisation. Parce que c'est une disposition que je peux comprendre, qui est très protectrice du consommateur, que je peux comprendre pour une agence de voyage complètement privée, qui a des partenariats économiques et qui revend ses copains. Mais vous, promotion touristique, promotion touristique, mission de service public, c'est complètement en contradiction avec vos missions premières. Donc, j'espère que le législateur va intervenir
et qu'on va avoir des éclaircissements là-dessus. Nous, tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est de prévoir dans vos brochures que vous ne pouvez être tenu pour responsable sur cette prestation. Mais alors je sais, tous mes clients me disent « oui, mais moi mes brochures, elles sont imprimées depuis… voilà ». Je sais que c'est pas beau, je sais que d'un point de vue graphique, c'est pas terrible, mais nous, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous protéger au maximum, c'est-à-dire d'afficher peut-être sur votre présentoir mais là en termes de charge de la preuve, ça se heurte à d'autres difficultés, mais peut-être un écriteau pour dire que c'est de la promotion touristique liée à votre mission d'office de tourisme et que vous ne pouvez pas être tenu pour responsable de la mauvaise exécution des partenaires que vous mettez en avant. Il faut trouver des choses, il faut trouver des petites choses pour vous protéger et pour montrer aux juges que, en cas de problème, que vous êtes de bonne foi et que vous avez tout fait pour informer le touriste. Donc nous, on préconise l'insertion dans les brochures de mentions qui vous déchargent de cette responsabilité. Parce que ce qu'il faut bien garder en tête surtout, c'est que vous, en tant qu'office, c'est vous qui allez devoir prouver que vous avez bien informé le touriste, qu'il n'aura pas la responsabilité de plein droit, donc c'est-à-dire sans faute, qu'il ne pourra pas se retourner contre vous quand il achète dans les moins de 24 heures une prestation directement auprès du prestataire suite à une brochure qu'il a eue au sein de l'office. Non, mais c'est un poids de la directive qui est extrêmement compliqué à traiter pour nous. Oui. Oui. Ah oui, non, mais là, c'est… Oui, on va reposer la question qui est très intéressante avec le micro. Oui, pardon. Je disais d'abord, est-ce que vous auriez des modèles de panneaux, enfin de trucs, de messages qu'on puisse justement afficher, à voir aussi avec les catégories 1, 2, si dans nos trucs qualité, on a le droit d'afficher. Ouais. Et dans nos offices, enfin, je parle pour l'urbain en tout cas, on a énormément cet été, nous, c'est plus de 50% d'étrangers. Bien sûr. Donc, il faut aussi les informer, j'imagine. Ah oui, dans leur langue. On est d'accord, dans leur langue. Bien sûr. Comme on traite à peu près bien sûr, 70 évidemment. Nationalités, bien sûr. Ça va être cool. Évidemment. Non, mais oui, alors, sur les mentions, je pense que, oui, il y a le formulaire type. Hein, vous pouvez regarder le décret avec les formulaires types. Je vous invite il est facilement trouvable, je vous invite à le regarder. Ça va vous donner des idées rédactionnelles. Et après, n'hésitez pas à nous soumettre en validation vos écrits à afficher sur les offices, via OTF, bien sûr. Mais non, mais ça c'est questions simples, enfin. Et les questions simples sont prises en charge par OTF, bien entendu. On peut y aller sur les questions, Frédéric ou... Bien sûr. Oui. Alors, oui, donc sanction, évidemment, responsabilité de plein droit pour l'ensemble des prestations. Voilà. Et en résumé, donc responsabilité de plein droit automatique pour le forfait touristique, le service voyage, et responsabilité de plein droit uniquement en sanction de non-respect des obligations précontractuelles d'information pour la prestation de voyage lié. Alors, attention, soyez vigilants. Voilà. On peut commencer les questions. Oui. Oui. Est-ce qu'il s'agit de la directive ? Oui. Ou est-ce qu'il s'agit de la transposition de la directive ? La transposition de la directive. Parce que, est-ce que c'est un exemple supplémentaire d'une balle dans le pied que se tire l'administration française, comme d'habitude, enfin, voilà, comme dans beaucoup de sujets, je pense que vous avez plus encore l'habitude que nous. Voilà, on crée des choses infernales oui. avec notre administration, oui. Il faut juste monter au créneau au niveau de nos fédérations professionnelles pour arriver à corriger le tir. J'ai deux petites questions. Avec deux exemples. Le site internet du château de Fontainebleau indique, maintenant, bon, il s'oriente là-dessus, comme Booking.com et Airbnb Experience et autres. Ils vont indiquer de plus en plus des choses à consommer autour du château. Ça veut dire qu'il faut qu'il se fasse immatriculer auprès d'Atout France, on est bien d'accord ?
Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Même chose pour le restaurateur qui met l'hôtelier qui sur son comptoir met des petites cartes de restaurant en disant j'ai un partenariat. Non, avec le alors restaurant. si c'est juste de l'information, alors c'est compliqué. C'est compliqué. Ça dépend comment sont présentées les petites cartes, s'il y a bien marqué que c'est pas de sa responsabilité et s'il ne commercialise rien d'autre que sa nuit d'hôtel. Là, moi je dis, ok, on est cool, on s'y matricule pas. Par contre, si il prend une com sur le resto, s'il commercialise, non mais voilà, là, bien sûr, il faut être immatriculé. Alors après, l'autre partie de la question, c'est compte tenu de nos responsabilités et associées à notre immatriculation, on a une assurance responsabilité civile et une garantie financière. Est-ce que le volume financier à assurer, il faut le multiplier par 10 aujourd'hui parce que toutes nos brochures comportent des prestations liées. Est-ce qu'il va falloir assurer ça aussi? Il faut surtout informer votre assureur et avoir la preuve de cette information à votre assureur. Donc, envoyez des lettres recommandées à votre assureur, envoyez des mails avec accusé de réception, dites, voilà l'état des textes, c'est ça, je commercialise, je fais ci, je fais ça, pour être sûr d'être couvert. J'ai trop d'offices qui se retrouvent... Non, mais voilà, j'ai trop d'offices qui se retrouvent au tribunal, et les assureurs, évidemment, enfin, je suis transparente, mais le boulot des assureurs quand il y a un procès, c'est d'essayer de ne pas payer. Hein. Donc, il faut que vous ayez des billes pour montrer que vous avez complètement informé votre assureur et il faut lui demander confirmation que vous êtes assuré pour la responsabilité sans faute de plein droit découlant de votre activité d'agent de voyage sur les forfaits touristiques, sur le service voyage et aussi sur les prestations de voyage liées. Comme ça, vous êtes tranquille, on pourra montrer et il faut que votre assureur vous réponde « oui, bien sûr ». Voilà. Oui. Moi, Oui. J'avais une autre question. Alors, j'ai dit ça comme ça. Responsabilité de plein droit pour les activités d'agent de voyage concernant le forfait touristique, le service de voyage et la prestation de voyage liée. Et je pense qu'il faut détailler un petit peu ce que vous faites pour vraiment... que votre assureur ne puisse pas dire « j'étais pas au courant ». Et il faut que votre assureur vous réponde « oui, c'est OK ». Pareil pour la garantie financière. Je ne sais pas actuellement comment ça va se passer, mais le mieux, c'est d'être dans une information max auprès de votre assureur. Il vous reste 2 minutes d'échange. Alors, Il nous reste 2 minutes. En tout cas, ce qu'il faut faire bien attention, c'est dans votre contrat d'assurance, il faut que noir sur blanc, ça soit marqué responsabilité de plein droit pour telle et telle activité. Pareil pour la commercialisation hors zone, faites attention à vos attestations d'assureur là-dessus. Hein. Juste une précision. Dans le cadre des places de marché aujourd'hui, qui se développent un peu partout, Oui. ça permet aussi que les prestataires facilitent le séjour de leurs résidents. Une chambre d'hôte qui va proposer à un visiteur d'acheter une visite en se rendant sur la place de marché du département de l'ADT est aussi concernée par ça. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit immatriculée? Oui. Là, elle n'a pas qu'une simple activité de chambre d'hôte. Oui. Donc oui. Et puis, on est typiquement dans la prestation de voyage lié. Encore 2 questions. Oui. Monsieur, allez-y. Très rapidement. Ouais, ça fait un moment. Oui. Est-ce qu'un travail de conventionnement avec les prestataires pour pouvoir les intégrer dans les documents que nous éditons Bien sûr. ou que nous diffusons, sous couvert que la convention soit bien rédigée, Ah oui, c'est essentiel. permet de travailler de manière plus tranquille. Alors oui. Et dernière chose, et du coup, notre obligation de service public, est-ce qu'on a le droit de la limiter justement uniquement à ceux qui ont signé une convention? Non. Alors, vous pouvez. Je ne veux pas que vous repartiez d'ici en étant complètement anxieux sur votre commercialisation. On peut faire énormément de choses avec un bon contrat d'assurance et avec d'excellentes conventions prestataires, parce qu'il faut prévoir dans vos conventions avec vos prestats la possibilité d'action récursoire contre eux. Si vous êtes attaqué, de pouvoir vous retourner contre le prestat. Ça, c'est la base. Donc, vraiment, si vous avez un process et une base contractuelle solide, on évite
85% des contentieux. Ouais, ça va faire de bonnes relations entre vous et les prestataires. Hein. Question suivante. Merci. Qu'en est-il, s'il vous plaît, d'un site touristique qui comporte un bureau d'info touristique ou un point d'infotourisme mutualisé? Oula, alors ça, en 30 secondes, ça va être compliqué. Alors ça, c'est donc sur la plateforme, rendez-vous. Oui. C'est ça. Faites un mail, on vous fera un devis. Je pense que ça peut faire l'objet d'une question OTF. Bon, je donne le bâton pour me faire battre, mais bon. Oui, Voilà. non, mais après, de toute façon, avec ces nouvelles obligations, même nous, en tant qu'avocats, on doit réinventer un peu les modèles contractuels et ce qu'on peut vous proposer pour essayer de réduire au maximum vos risques contentieux. Mais la base, c'est des bonnes CGV, un bon contrat d'assurance bien fait, avec une obligation exhaustive de vos activités commerciales à votre assureur et des contrats prestataires qui vous couvrent à fond. On a fini là au niveau du timing, je suis désolé parce que derrière on a un autre atelier. Allez, Oui, il y a l'atelier texte de séjour. La dernière, très vite. Et demain matin, il y a aussi... Demain matin, il y a Voilà. des questions-réponses demain matin. Hein. Préparez vos questions pour demain matin. Oui. Alors moi j'ai une question, donc l'immatriculation c'est une chose, une fois que c'est fait c'est bon. Oui. Les contrats, ça se travaille avec les prestataires, c'est pas très compliqué. Par contre, une première question, est-ce que faire un affichage en 10 ou 15 langues, donc déjà il faut imaginer physiquement à quoi ça ressemble, est-ce que ça a une valeur juridique? Non. D'une part, voilà. Alors, donc en fait le faire ne sert à rien. Alors si, ça peut servir à quelque chose, si en cas de... Voilà, je l'ai eu dans un office, quand on fait passer un huissier, à un moment T, ça peut servir. Après, d'un point de vue charge de la preuve, effectivement... Rien ne remplace l'écrit. Rien ne remplace l'écrit, et rien ne remplace la mention sur la brochure. L'écriteau, on vous donne ce conseil-là parce que c'est le minimum du minimum. Mais si vous aviez un problème, forcément, en termes de preuves, on ne serait pas bien. Et deuxième question, concernant le formulaire et les conditions générales de vente, donc Oui. pour tout ce qui est vente de séjours, de visites guidées pour les groupes notamment, ou même les indives à l'avance, on peut le mettre en place assez Oui. facilement. Pour tout ce qui est vente au desk, je ne suis pas Ah sûre oui. d'avoir bien compris, il faut également leur faire signer. Oui. Donc quand on vend, on fait 150 actes de vente dans la journée, il faut faire signer tout le monde. Donc ce ne sera oui. jamais fait, c'est impossible. C'est ce qu'on disait, C'est c'est ce qu'on disait, absolument c'est- pas adapté voilà. pour les offices de Enfin, tourisme. ce sera clairement pas appliqué. C'est impossible, mais il faut le faire. Donc c'est à nous d'essayer de trouver des moyens pratiques qui vous sécurisent au maximum. Voilà. Voilà. Merci. Merci pour cet atelier fort intéressant qui mériterait d'être développé encore une bonne heure. Mais demain matin, je pense que Demain vous allez matin, avoir pas voilà. mal de questions. Voilà. Et puis on est là pour les pauses, Voilà, on n'hésitez est là pas ce à soir. échanger pendant les pauses. On Merci. est 4, n'hésitez pas. On démarre dans la foulée avec l'équipe de la NET, avec la présentation du label Famille Plus par l'Association nationale des élus des territoires touristiques et l'Association nationale des maires des stations classées de montagne. Allez. Avec quelques témoignages, je pense, de communes labellisées. C'est cela ? Vous restez là ? D'accord, il n'y a que le témoignage. Ok.